Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Imaginez un lieu où chaque minute compte, où la vie et la mort se côtoient et où la charge émotionnelle est permanente. C'est le quotidien de mon invitée d'aujourd'hui, Maëlle. Elle est infirmière urgentiste et elle a choisi ce métier par passion. Mais elle en connaît tous les défis, le stress, les altercations et le manque de moyens humains. Maëlle a accepté de se confier sur son parcours, le choix des urgences et sa relation intime à la mort qu'elle côtoie régulièrement. On parlera de ses anecdotes les plus marquantes et de ce que cela signifie d'être infirmière intérimaire dans ce contexte. Maëlle porte une double casquette fascinante. Elle est aussi indépendante et tient le compte Instagram Parenthèse Prévention, où elle transmet avec passion la douceur du massage bébé et l'importance des premiers gestes de secours. Elle jongle entre l'intensité vitale de l'hôpital et la sérénité des jeunes parents. Préparez-vous à une conversation puissante, inspirante et incroyablement humaine. C'est l'histoire d'une guerrière du quotidien. Installez-vous, on est sur Côté Canap avec Maëlle. Bonjour Maëlle et bienvenue sur Côté Canap. Comment tu vas ? Bonjour, merci, je vais très très bien. Et toi ? Bien. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va un petit peu parler de prévention, on va parler un petit peu de ton métier. Dis-moi, qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle, j'ai 27 ans, je suis infirmière urgentiste sur Bruxelles depuis maintenant 3 ans. Et à côté de ça, j'ai aussi 2 autres casquettes, donc celle de formatrice en premier secours. Je forme des particuliers principalement, mais aussi des entreprises. Je fais aussi bien du coup de la prévention sur les gestes de premier secours pédiatriques, mais aussi adultes. Et à côté de ça, j'ai aussi un rôle de consultante en massage bébé, où j'accompagne les parents pour masser leur bébé, pour vraiment venir soulager certains maux que peuvent avoir les bébés, comme les coliques, le reflux, la constipation, les poussées dentaires, le manque de sommeil, enfin voilà, toutes les petites choses où les mains sont vraiment magiques. Donc ça, c'est un petit complémentaire que tu fais en plus de ton métier d'infirmière urgentiste. Ouais, je suis infirmière urgentiste à temps plein, donc je fais ça vraiment en plus. Ok, donc tes week-ends, etc. Notamment. T'as plusieurs casquettes. Ouais, notamment. C'est intense. Du coup, ici, je voulais un petit peu concentrer l'interview sur le côté urgentiste. On reviendra peut-être sur ton complémentaire par la suite. Urgentiste, donc ça fait combien d'années que tu exerces ce métier ? Donc là, ça va faire 4 ans que je suis infirmière, mais vu que j'ai fait une spécialisation, ça va faire vraiment 3 ans que j'exerce aux urgences. Oui. Et pourquoi urgentiste ? Pourquoi cette spécialisation ? Parce que du coup, après mon bachelier, j'avais le choix de choisir une spécialisation ou de continuer en tant qu'infirmière tout classique. Le service des urgences m'a toujours attiré ma curiosité et j'ai voulu du coup continuer à me former pour être vraiment apte à travailler dans un service pareil. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire spécialiser. Enfin, je suis spécialisée du coup dans les urgences, mais aussi les soins intensifs. Et pourquoi les urgences ? C'est le côté stress qui te plaît ? C'est le côté immédiat ou instantané ? Parce que c'est quand même quelque chose qui est stressant finalement, qui peut être traumatisant aussi en fonction des cas que tu peux rencontrer. Est-ce que c'est justement ce côté-là qui te plaît, toi, ce type de métier ? En fait, moi, j'aime beaucoup les urgences parce que je trouve que c'est un service où tout ce qu'on fait, on le voit directement sur le patient. Donc, ça veut dire qu'on vient directement soulager la douleur, par exemple. Enfin, toutes les actions, on en voit les conséquences directement. Là où dans un service, par exemple, plus classique, ça va durer plus longtemps pour voir l'avant-après, on va dire. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup forcément travailler dans l'urgence. Bon, après, il n'y a pas que des grosses urgences, on sait bien, mais c'est vraiment des moments où on a parfois quelques minutes pour être là pour le patient, venir le soulager, le réconforter, aller l'accompagner tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir accompagner Finalement, urgentiste est très varié parce que vous avez tous les cas qui passent un peu par chez vous en première instance. Donc, est-ce que tu dois être formé plus qu'un infirmier traditionnel pour être urgentiste ? Oui, en fait, c'est quand même conseillé d'être peut-être spécialisé. Donc, c'est vraiment une spécialisation en 1 an que tu fais. Et oui, forcément, je trouve que c'est quand même important parce que ton bachelier ne te donne pas toutes les compétences, te retrouver face à des cas aigus, ou en tout cas on en parle pendant notre bachelier, mais on va pas en profondeur sur certaines maladies, sur certaines prises en charge, et notamment dans l'urgence. Oui, pour moi c'est vraiment essentiel d'être formé. Après il y a plein de personnes qui se forment sur le tas et qui sont aussi compétentes, mais voilà, ça prend parfois plus longtemps, c'est tout. Et au niveau du stress, je voulais revenir sur ce facteur-là. Comment toi tu gères ça ? Est-ce que
ça t'arrive d'être un peu sous pression et de ne pas réagir correctement ou de ne pas avoir les moyens pour, en fonction d'une situation angoissante. En plus de ça, toi, tu fais un complémentaire sur le côté pédiatrique. Un enfant, par exemple, qui arrive aux urgences, c'est quand même une situation qui peut être beaucoup plus stressante à gérer parce que tu as et l'enfant et aussi la charge des parents sur le côté. Donc, comment tu gères cet aspect-là de ton travail? C'est une bonne question. Je pense que c'est aussi une question de personnalité où on arrive, où j'arrive à essayer de garder mon sang-froid. Après, forcément, il y a des situations où le stress justement est moteur pour moi et où du coup je suis hyper proactive dans le stress et où j'arrive à prioriser et aller un peu droit au but. Moi, le stress m'aide justement. Ouais. Oui. Après, clairement, il y a des situations où c'est nettement plus stressant, notamment les enfants. Ça c'est sûr, c'est d'ailleurs pas mon public préféré aux urgences, ça c'est sûr, parce que justement je suis fort sensible quand il y a des enfants qui sont malades ou qui sont pas en bonne, qui arrivent avec leur état vital est parfois en jeu. Donc là clairement je suis moins à l'aise. Mais comment j'arrive à le gérer, c'est une bonne question. J'essaye vraiment de rester focus en fait. Comment tu te décharges aussi de ce stress par la suite? Alors là souvent c'est mon copain quand je rentre, j'ai tendance à tout lui raconter. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de raconter justement pour évacuer. Il se passe tellement de choses parfois dans une journée. On voit tellement de choses qui sont parfois complètement folles que j'aime bien expliquer à mon copain. Donc, il a droit à toutes mes anecdotes le soir en rentrant. Qu'il aime ou qu'il aime pas, je le raconte. Donc ça me fait évacuer. Après, il y a des situations où, clairement, quand ça a été vraiment une journée difficile, moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer dans ma voiture en rentrant pour me décharger. Ça fait du bien. Parfois juste un collègue, avec une collègue ou quoi, un gros câlin, et puis ça repart. Et c'est des situations un peu plus compliquées. Et puis tout simplement de rentrer chez soi et de parfois juste aussi penser complètement à autre chose, de pas en parler. Il y a parfois où j'ai vraiment pas besoin de parler de ma journée, où c'est rien passé de fou non plus, et où j'ai juste envie de couper, d'aller faire mon sport, d'aller faire tout à fait autre chose, quoi. Donc un peu d'évasion et puis hop, ça repart. C'est ça, ouais. Justement, par rapport à ces anecdotes, est-ce que ça t'arrive parfois de voir des situations où c'est hyper cocasse, où tu dis mais ça, moi, on sait pas le vivre un jour, digne d'un film en fait? Ouais, c'est vrai que j'aime bien dire que la blouse infirmière, ça nous donne un peu des super pouvoirs parce que on a accès à des scènes de vie, qu'on pourrait pas vivre si on n'était pas dans ce métier, que ce soit à l'hôpital même ou parfois quand on a des missions en SMUR. Donc le SMUR, c'est la voiture l'hôpital pour aller avec l'ambulance en extra-hospitalier du coup. Et donc oui, on est souvent confronté en fait à des situations que ça soit autant marrant, triste. Comment ça se passe quand vous êtes aux urgences comme ça et que vous avez énormément de monde pour gérer justement les urgences? Vous avez des catégories comme ça, vous triez les personnes en fonction d'un degré vital? Comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Dans les urgences, dans un service d'urgence, plusieurs départements. Et donc, t'as notamment le tri, où les gens s'inscrivent, ont d'abord vu mettre leur carte d'identité, etc. Et puis ils attendent dans la salle d'attente. Et là, t'as une infirmière, donc une première infirmière qui, par ordre d'arrivée, va trier donc les patients et en fonction de leurs paramètres, de ce qu'ils racontent, etc. et de leur état général, donc un peu un état des lieux. Et du coup, on va trier selon le degré d'urgence et donc aussi selon dans quelle discipline il va devoir aller. Donc par exemple, on a la traumatologie qui est par exemple tout ce qui est à recoudre ou quelqu'un qui se serait cassé quelque chose, une luxation, donc ça c'est plutôt traumatologie, ou bien des femmes ou même des hommes qui viennent pour un problème plutôt gynécologique. Là c'est aussi une partie gynéco, et puis on a tout ce qui est ambulatoire où là c'est vraiment le classique, les douleurs ventre, douleurs thoraciques, voilà, tout type de pathologie. Et ensuite, t'as aussi ce qu'on appelle nous le labo de choc. Donc là, c'est vraiment directement, tu vois qu'il y a le patient est à risque vital. Et donc là, on l'envoie directement au labo de choc, où c'est directement un médecin qui se met dessus et où on le monitore. Et là, voilà, c'est vraiment de l'aigu, quoi, à ce moment-là où il y a un risque pour le patient et donc on se jette dessus. Dans le cas des urgences, ça t'arrive couramment de devoir faire justement des réanimations, ce genre de pratique? Oui, ça arrive, pas tous les jours, heureusement. Mais oui, clairement, on est formé à ça et c'est des choses forcément les gens viennent parce qu'ils sont pas bien et donc on est souvent confrontés forcément à la réanimation, que ce soit donc dans l'hôpital ou même en extra-hospitalier aussi quand on doit partir sur des interventions. Et donc on est formé. Je voulais aussi revenir sur tes conditions de travail en tant qu'infirmière. On sait qu'en Belgique, le milieu infirmier, c'est un peu tendu par moments au niveau des budgets qui sont alloués, notamment pour les hôpitaux. Je me demandais si toi, dans ta fonction, c'est quelque chose que tu ressens parfois, d'avoir un manque de moyens ou un manque de personnel pour la charge de travail que vous avez. Tous les jours.
Oui. Ah oui, il n'y a pas un jour où enfin si, quand on est en nombre, on se le dit, quoi. On se dit waouh, c'est exceptionnel, quoi, parce que c'est clair qu'il y a un vrai, enfin que ça soit dans l'hôpital où je travaille ou partout. En Belgique, je pense qu'il n'y a pas un hôpital qui ne souffre pas de ça. Et comment ça se traduit? Est-ce que du coup, tu fais des heures supplémentaires souvent, t'es souvent appelée? Toi, on va peut-être clarifier, tu es infirmière intérimaire. Ouais. Ça, c'est un petit peu atypique, on va en reparler juste après. Toi, est-ce que du coup, t'es amenée à faire beaucoup d'heures de travail sur une semaine? Comme tu dis, moi je suis infirmière intérimaire, donc j'ai le choix de justement choisir si je fais beaucoup d'heures ou pas. Là où quelqu'un qui est en CDI 38 heures semaine, effectivement peut être appelé pour faire des heures supplémentaires. Et donc là c'est soit c'est des heures de relance où ils peuvent revenir, ou soit parfois oui, il y a des journées où on finit beaucoup plus tard et voilà, c'est en heures sup, c'est pas toujours payé non plus. Donc en tout cas quand t'es en CDI chez nous, c'est pas toujours, t'as parfois pas le choix, tu peux pas laisser les collègues et dire aux patients allez il est 20h, je m'en vais, quoi. Donc ça c'est vrai que malheureusement ça fait partie Intérimaire, ça veut dire que tu gères un peu ton agenda comme tu veux, t'es appelé chaque jour pour dire tu feras tel horaire. Oui, c'est ça. En fait, infirmière intérimaire, c'est de base l'intérimaire, c'est l'infirmière qui va vraiment venir remplacer les absents. Quand il y a des manques dans l'équipe, tu vas appeler, l'agence d'intérim va te donner un panel de missions que tu peux faire et selon ce qui t'intéresse, tu vas là où tu veux en fait. Et une fois que tu es dans le service, alors soit c'est une première fois et tu dois vraiment du coup t'adapter, t'es pas doublé, tu dois quand même avoir une certaine confiance en toi et une certaine aisance déjà, je pense, avec, en tout cas ça dépend du service, mais tu dois te sentir quand même un minimum à l'aise parce que tu fais vraiment, tu remplaces, quoi. Donc t'es pas censé être un poids supplémentaire où on doit te former, etc. Donc voilà, je suis souvent, j'ai la chance d'être intérimaire fixe aux urgences dans le même hôpital parce que en fait il y a tellement de manque de personnel que j'arrive à faire un temps plein en intérim du coup dans l'hôpital où je suis. Et donc ça c'est une chance entre guillemets pour moi parce que du coup j'ai l'opportunité de pouvoir choisir mes horaires et d'avoir finalement un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ce qui est hyper important du coup pour moi. C'est pour ça que je reste en tant qu'intérimaire. Mais après, voilà, il y a aussi des désavantages, c'est que tu peux être annulé la veille si une mission, par exemple, si finalement ils ont plus besoin de toi, ils peuvent t'annuler la veille et donc c'est à toi de rebondir sur une autre mission. C'est parfois aussi, t'as pas de congé comme les CDI par exemple. En fait, nous on est à chaque mission, on a 10% de notre salaire en plus pour tout ce qui est vacances. Et donc après, c'est à nous de prendre nos vacances quand on veut, quoi. Mais donc c'est un peu fait différemment. Oui, mais donc au jour le jour, tu peux avoir un appel qui te dit aujourd'hui on n'a pas besoin de toi et donc tu te retrouves sans travail ce jour-là alors. Ça peut arriver, mais honnêtement dans notre métier, en tout cas de mon expérience, c'est rare. Là en 3 ans, je crois qu'on a dû m'aligner peut-être 3-4 maximum parce qu'en fait il y a tellement tout le temps des besoins et même si en fait je stresse pas avec ça parce que je sais que même si je suis annulée demain, je regarde la liste des missions qui est possible, c'est pas grave, je vais en cardiologie, je vais en neurologie, je vais vraiment autre part et je m'adapte en fait. Et c'est pas compliqué de devoir s'adapter aux équipes aussi parce que il y a un lien qui se crée entre les collègues et donc si toi t'arrives en tant qu'intérimaire, t'es un petit peu la nouvelle à chaque fois, donc c'est pas toujours évident pour l'intégration. Clairement, et c'est pour ça que je suis un peu un cas à part parce que je suis fixe dans l'endroit où je suis, et donc du coup même eux ils oublient que je suis intérimaire, quoi. C'est vraiment, je fais partie de l'équipe, mais effectivement une intérimaire classique doit tout le temps se réadapter, ne crée pas forcément du coup de lien avec l'équipe. Alors il y en a qui aiment bien parce que du coup ils sont pas dans les conflits ou dans tous les problèmes qu'on peut avoir dans des équipes, mais à la fois du coup c'est vrai que parfois ça peut être tu travailles un peu en solitaire et puis merci, au revoir, à la fin de la journée on connaît, tu connais personne. Tu connais personne plus profondément en tout cas. Après tu peux choisir aussi, comme je te disais, vu qu'on a tellement de pénuries, finalement si tu veux choisir, je sais pas moi, 5 services où tu te sens à l'aise et revenir régulièrement, généralement c'est ce que les gens font en tant qu'intérim, c'est que ils ont leur service où ils se sentent à l'aise, ils reviennent et du coup on te connaît, quoi. Toi ça te correspond actuellement et c'est stable au niveau des horaires que tu peux te permettre ou tu travailles parfois de nuit, parfois tu alternes un peu? Ouais, je fais un peu de tout, autant des horaires, je termine je fais du 7-15h30 ou bien du 13-20h ou bien des nuits, ou bien parfois des longues journées, ça aussi, des journées de 12 heures. Donc ça c'est vraiment assez flexible et de nouveau, en tant qu'intérimaire, c'est ça qui est chouette, c'est que je peux choisir par exemple, c'est tout bête, mais mes collègues, elles ont parfois, c'est difficile je trouve en tant qu'infirmière en CDI en tout cas, d'avoir une vie pas une vie de famille, mais plutôt d'avoir une activité sportive tous les mercredis, imaginons. Moi c'est possible parce que justement je choisis mes horaires, je me dis ok, le mercredi je sais que je vais faire plutôt une journée où je termine à 15h30, comme ça je peux aller au sport le soir. Et c'est con, mais ça
enfin, ça fait vraiment la différence, je trouve. En fait, t'as un bien-être personnel. Ouais. Si je veux pas travailler les week-ends, parce que normalement, en tant que CDI, pareil, normalement, tu dois travailler un week-end sur 2. Bah là, je peux ne pas faire de week-end si j'ai envie. Je peux ne pas travailler à Noël ou pendant le Nouvel An, par exemple. Ou bien si, par exemple, en février, avec mon copain, on s'est mis d'accord pour une destination vraiment littéralement une semaine à l'avance. Ça posait pas de problème. Je dois rendre des comptes à personne. Et ça, c'est vraiment une liberté, je trouve, qui est précieuse pour moi. Et c'est pour ça que je reviendrai pas en tout cas, tant que c'est possible, vers Mais visiblement, c'est un secteur qui est un peu en pénurie. Donc finalement, t'as cet avantage d'être en intérim pour cette, Après, vraiment, là, je dis les avantages, mais il y en a aussi, il y a des inconvénients. Ça convient pas, en fait, à tout le monde, l'intérim, parce que c'est vraiment faire preuve d'adaptabilité, pardon. Mais aussi, par exemple, si je sais pas, demain, je suis malade, si j'ai pas travaillé 1 mois d'affilée auparavant, j'aurais pas de protection comme un CDI, quoi. Donc ça a son lot d'avantages et d'inconvénients, je dirais. C'est à étudier, peut-être, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans ce genre d'aventure. T'as toujours voulu être infirmière, toi, à la base? Alors, non. Enfin, j'avais plein d'autres métiers en tête, mais c'est vrai que infirmière, c'est venu assez tard. Un peu comme tout le monde à la fin de mes études, de mes secondaires, où je savais pas trop quoi faire. J'ai fait une année sabbatique pour justement un peu réfléchir à ce que j'avais envie de faire après. Et j'ai toujours adoré voyager, de base. Et donc, mon père m'avait toujours dit, fais un métier qui te permette de voyager. Et moi, je me suis aussi questionnée, sur ce que j'aimais. Et je pense que la santé et le bien-être en général m'a toujours attirée. Donc, ça a été assez naturel après de choisir infirmière. Et je le regrette pas parce que franchement, j'adore mon métier. Et même s'il y a des jours où franchement, c'est plus difficile que d'autres, il y a des jours où je sors du service, j'ai envie d'être fleuriste, quoi. Mais c'est vraiment un métier, je trouve, quand même gratifiant. Donc je pense que même si ça a son lot de difficultés, je suis contente d'avoir fait ces études. Ouais. Justement, tu disais il y a des jours qui sont un peu plus durs que d'autres. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous partager qui est plutôt émotionnelle, qui t'a ému dans ton parcours, que tu as envie de nous décrire? Celle qui marque souvent, c'est les premières fois. Donc quand j'ai fait ma spécialisation, du coup j'ai pu pour la première fois sortir en SMUR. Donc c'est ce que je le rappelle, c'est quand tu sors avec un médecin dans la voiture jaune électrique là, et où tu vas du coup en extra hospitalier. Et c'était ma toute première intervention du coup. Donc j'étais toute excitée et puis on nous dit à la radio que c'est pour une douleur thoracique. On va chez ce monsieur qui quand on arrive était hyper douloureux. Donc il était toujours conscient, hyper douloureux. Et il y avait ces enfants qui avaient mon âge, quoi, qui était en train de nous regarder, en train de voir ce qu'on faisait. D'un coup, malheureusement, il s'est arrêté devant nous. Donc, il a fait son arrêt devant nous. Et donc, on a dû commencer à masser. On a commencé à faire toute la procédure lorsqu'il y a un arrêt. Et ce qui a été un peu dur, c'est de voir en fait, parce que forcément c'était mon premier arrêt du coup, mais c'est aussi de me dire cet homme-là, il a l'âge de mon père et j'ai l'âge de ses enfants, et de voir que les enfants ont assisté à tout, en fait, ça m'a vraiment, et malheureusement on n'a pas pu le sauver en fait. Et ça, alors qu'il a fait son arrêt devant nous, ça m'a vraiment, pour le coup, un parallèle à l'âge aussi qui fait, ouais, c'est ça. Parfois dans notre métier, c'est vrai on peut facilement faire des parallèles, et là je me suis dit, merde quoi. Et je trouve que ça a été tellement vite, on est un peu parti en précipitation, et ces enfants qui sont restés là, ils ont pas compris quoi. Et donc je me dis ouais, c'est dommage quoi que ça se soit passé comme ça. Donc ça, je pense à celle-là parce que forcément c'est les premières fois où on se rappelle. J'en ai d'autres aussi. Enfin, je sais pas si tu veux, je t'en explique d'autres. Je pense à un monsieur avec qui j'avais fort sympathisé, qui venait avec sa fille pour, je pense, une douleur abdominale. Et c'est un monsieur dont je me suis occupée de A à Z. Et donc on sympathise. Il m'explique que ça fait 1 an jour pour jour que sa femme est décédée. Enfin, je crois que c'était un monsieur de peut-être 80 ans, quelque chose comme ça. Que ça faisait 1 an jour pour jour que sa femme était décédée, et que voilà, il se sentait vide depuis qu'elle était partie, que c'était vraiment dur sans elle, mais un monsieur hyper gentil, hyper attachant en fait, avec qui je prenais vraiment plaisir à parler. Et puis à un moment, je passe dans le couloir et sa fille m'appelle en panique en disant que il y a quelque chose qui va pas, que il a perdu connaissance, etc. Donc je rentre dans sa chambre et de nouveau il fait son arrêt du coup devant moi. À ce moment-là, on l'emmène du coup au labo de choc, on commence à masser, on fait toute la procédure, et du coup malheureusement on n'a pas pu le sauver. Et du coup c'est une histoire qui me marque parce que je me suis rappelé que ce monsieur m'avait dit que 1 an jour pour jour sa femme était décédée. Je me suis dit waouh, en fait il l'a rejoint quoi. Et donc
C'est une boucle, ouais, ça donne des frissons. Et le fait de mine de rien, souvent quand ils font leur arrêt devant nous et qu'on n'arrive pas à les sauver, ça fait quand même quelque chose parce que tu te dis, waouh, enfin, ils pouvaient pas mieux tomber qu'être aux urgences pour faire son arrêt. Et quand t'arrives pas à le sauver, parfois, c'est dur. Est-ce qu'on s'habitue un peu à la mort quand on fait ce métier? Parce que des cas comme ça, des arrêts, tu dois en voir, des personnes qui meurent devant toi. Comment on s'habitue à ça? Est-ce qu'on s'habitue déjà à ça? Alors, oui et non. Ça dépend, j'ai envie de te dire que ça dépend du contexte, de l'âge de la personne et du contexte, pourquoi il vient. Souvent des personnes âgées qui vont mourir, c'est vrai que c'est triste mais on est habitué et donc en tout cas moi, c'est pas que ça me fait plus rien mais j'arrive à rester professionnelle et à passer relativement vite à autre chose parce que je connais pas cette personne. Maintenant, si c'est des enfants, là c'est clair que c'est beaucoup plus dur. Si c'est des personnes qui sont trop jeunes pour mourir, même des ados ou bien des drames en fait qu'il y a eu, je sais pas moi, des accidents de voiture où c'était pas leur faute ou des choses un peu injustes, forcément ça fait réfléchir quoi. Tu te dis, tu rentres chez toi, t'as envie d'envoyer vite un message à ta maman en disant que tu l'aimes quoi. Tu vois, parfois tu te prends des claques et tu te dis ah oui en fait la vie ça tient à rien quoi. Il faut profiter en fait. C'est clair. Ah oui, franchement ça me fait relativiser sur plein de choses, c'est sûr. Comme t'es aux urgences, finalement tu rencontres les personnes sur une courte période. Les personnes sont là maximum 24 heures et ensuite sont relocalisées dans un autre service. Est-ce que parfois si tu as fait entre guillemets une belle rencontre de quelqu'un qui t'a inquiété, on va dire humainement parlant, parce que t'as accroché, t'as parlé avec cette personne, c'est pas parfois frustrant de ne pas savoir ce qu'elle devient, ou alors tu prends parfois le lead de prendre des nouvelles par l'intermédiaire du service, de savoir comment cette personne a été, ou comment ça se passe au niveau, parce que tu n'as pas le suivi logiquement par la suite. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est l'aspect parfois un peu frustrant des urgences, c'est que tu t'occupes, tu donnes tout pour une personne, un patient, et que tu sais pas la suite. Mais alors soit tu demandes, nous on travaille beaucoup par exemple avec les soins intensifs. Si on sait que cette personne a été aux soins intensifs, c'est le service à côté, on va prendre des nouvelles, on va demander tiens comment il va. Ou bien parfois c'est vrai que ça m'arrive d'aller dans un dossier et de me dire ah ok il y a ça maintenant qui se passe pour lui. Bon, c'est rare que je le fasse honnêtement, mais oui parfois tu te demandes forcément ce qui sont devenus ou parfois on a des patients qui reviennent et dont on se souvient et donc du coup on a un peu la suite parce que parfois ils sont amenés à revenir. Ça dépend aussi de la pathologie, mais tu n'as jamais eu de cadeau de patients qui sont repassés et te remercier simplement d'avoir été là à ce moment-là? Si, alors, je pense que les urgences, on est moins gâtés que d'autres services parce que, en fait, les gens pensent pas forcément à venir avec des chocolats ou des choses comme ça. Mais parfois, on a des familles effectivement qui viennent nous apporter quelques jours plus tard une boîte de chocolat, des gourmandises, des choses comme ça. Donc ça fait toujours plaisir. Parce que ce qui est marrant, c'est que finalement, je vais peut-être parler plus personnellement, c'est que vous voyez beaucoup de gens passer, mais pour ces personnes, vous allez marquer en fait dans leur vie parce que c'est toujours un moment stressant qu'ils vont vivre et donc vous serez la personne de référence. Je sais que moi dans mon cas par exemple, on a été aux urgences avec mon fils il y a quelques mois. Ça m'a marqué parce que dans les urgences pédiatriques, l'infirmière qui nous a reçus, elle avait des crocs de couleurs avec des petits Buzz l'éclair et elle avait plusieurs assortiments comme ça de Buzz l'éclair. Et c'est bizarre parce qu'elle ne se souviendra jamais de moi, mais moi je me souviendrai de ces petits détails ou sa douceur, le contact qu'elle a eu avec mon fils. Parfois c'est ça qu'il faut se dire que vous, votre métier, c'est un métier qui va marquer les gens. Là où vous les voyez défiler, en final. Oui, c'est vrai. Je pense que, tout comme moi, quand j'ai déjà été aux urgences, c'est vrai qu'il y a des choses où tu te souviens parce que forcément, c'est dans un moment tellement douloureux parfois de ta vie où tu passes vraiment un mauvais moment et donc t'as besoin de te raccrocher à certaines personnes qui sont juste gentilles avec toi et qui te font du bien, en fait, à ce moment-là. Donc, j'espère que c'est plus positif que négatif quand on se souvient de moi aux urgences. Mais c'est ce que j'essaie d'apporter en tout cas aux patients. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. C'est clairement Est-ce que justement ce côté humain, t'arrives à le garder sous toutes les procédures que vous avez? Parce que je sais que maintenant, vous avez, quand je vois les infirmières dans les hôpitaux, vous trimballez un ordinateur de chambre en chambre en général, et vous avez beaucoup d'administratifs à faire. C'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, je trouve. Par rapport, vous devez faire un suivi pour tout justifier, que ce soit les médicaments. Je me demandais si, au niveau humain, vous en perdiez quelque chose d'avoir tout cet aspect procédure à suivre. Oui, forcément, ça a un impact. C'est vrai que l'administratif, ça prend beaucoup d'énergie dans notre métier. C'est vrai que je me demandais si, le début de ta question, c'était de savoir si on perdait pas un peu l'aspect ce côté humain.
Et c'est vrai que quand je te dis qu'il y a des journées où je sors du service, j'ai envie de faire un autre métier, c'est parce que justement j'ai l'impression parfois de participer un peu à ce système où malheureusement on n'a pas le temps de soigner comme on voudrait. Ouais, on aurait aimé faire les choses autrement, mais juste en fait t'as pas le temps parce que t'as 10 patients qui, d'ici encore je suis gentille, parfois c'est 30, 40 qui attendent derrière et où tu peux pas malheureusement prendre le temps que la personne aurait aimé quand une petite mamie te parle et que ça lui fait du bien de parler, etc. Et t'aimerais bien rester avec elle pour pouvoir papoter. Bah non, tu peux pas parce que tu sais que t'as encore 1000 choses à faire sur la liste. Et donc ouais, parfois et je sais que c'est pour ça aussi que beaucoup d'infirmières arrêtent. C'est parce que malheureusement on est trop dans le côté où on doit enchaîner, faire, et parfois ouais, un peu en mode robot et on a un peu malgré nous ce côté maltraitant parce que on peut pas faire les choses correctement quoi et on peut pas parfois aller au bout de ce qu'on aimerait quoi. Et donc parce que oui, effectivement, il y a ce côté administratif mais aussi parce que le manque de ressources aussi sans doute comme tu le disais là tout de suite, vous êtes pas assez pour pouvoir justement vous permettre d'avoir assez de temps pour octroyer ce temps aux gens. C'est ça, parfois on est vraiment imaginons on devrait être 6 sur le shift, en fait on est que 3 et donc c'est vachement dur de devoir combler les manques et donc à ce moment-là t'as pas le choix, tu dois prioriser, parfois faire l'impasse sur certaines choses et donc ouais tu manques parfois un peu d'humanité je pense dans ces moments-là et c'est ça qui est par rapport aux patients, est-ce que tu ressens que on est un peu dans une ère d'instantanéité comme ça et où le patient quand il arrive aux urgences pense qu'il va être pris en charge directement? Comment tu vis ce côté-là un peu ultra stressé des patients? Ah mais ça c'est vrai qu'on a souvent et parfois c'est malheureux à dire mais c'est souvent les gens qui sont le moins graves qui demandent le plus d'énergie. Typiquement je pense encore à une dame c'est la première fois d'ailleurs que j'ai eu une vraie altercation avec une accompagnante, c'était même pas pour elle en plus, c'était pour son mari qui vient pour une douleur de gorge quoi, donc vraiment le truc plutôt basique qui nécessite pas qu'on saute dessus quoi. Et ça faisait même pas 1 heure qu'elle attendait franchement. Donc je la prends dans le box pour faire une prise de sang du coup à son compagnon et c'est elle qui me dit et quoi on l'installe pas, pourtant on paye le prix, c'est censé être il doit être allongé quoi parce qu'on paye le prix quoi. Alors que toi t'es en train de courir partout et que t'as plus de place et que t'essayes justement de trouver des solutions, de faire en sorte que sa prise de sang, parce qu'il faut attendre parfois 2 heures avant d'avoir les résultats, donc tu le prends en charge. Elle a attendu 1 heure pour un mot de gorge, franchement c'est pas déconné, et au final, tu te tapes des réflexions comme ça. Et donc après, après t'as des personnes qui sont, où tu expliques les choses gentiment, tu expliques un peu le contexte dans lequel on est et que ici en fait c'est pas à la carte quoi et que t'as pas le choix parfois d'attendre. Les gens parfois manquent de bienveillance. Oui, non, clairement. Donc, tu n'as jamais eu de cas de violence? Les gens sont restés quand même si? Bien sûr, ça c'est très régulier. Sur d'autres urgences, on a aussi beaucoup de cas de psychiatriques où les gens sont complètement décompensés et donc peuvent être forcément violents. Donc heureusement, parfois on peut appeler la sécurité dans ces cas-là. Mais j'ai plusieurs collègues qui se sont déjà fait taper dessus, qui ont déjà été pris qu'à balancer contre les murs. Oui, ça c'est des choses qui arrivent souvent où parfois on doit être à 10 sur un patient pour le contrôler. On doit les attacher parfois pour leur bien-être. On n'attache pas pour le plaisir parce que ils risquent de se blesser eux-mêmes et d'être violents envers eux-mêmes. Donc c'est aussi une sécurité c'est un aspect du métier qu'on n'envisageait pas, que tu puisses être face à la violence. Finalement, toi, tu fais ton métier traditionnel, tu t'attends pas en te levant le matin à risquer de prendre un coup, quoi. Mais je sais pas si tu as entendu récemment aux urgences de Saint-Pierre, il y a eu justement, c'était un patient psychiatrique qui a été vu aux urgences et qui a planté un coup de couteau à 2 infirmiers en service, donc fermé, etc. Et ça, c'est des choses, malheureusement, que ça va faire la une des journées ou pendant 2 jours, et puis après, on n'en parle plus, quoi. Alors qu'on le vit au quotidien, ça, c'est sûr. Autant de la violence dans les paroles de certains. Mais après, de nouveau, violence dans les paroles, encore, moi, je suis un peu hermétique à ça, parce que je sais que parfois, on peut réagir, c'est un peu un mécanisme de défense qu'ont les proches, ou bien même les patients, à réagir parfois de manière excessive, et forcément, nous, on est en première ligne, donc c'est sur nous que ça tombe, même si ça devrait pas être le cas, parce qu'on essaie toujours de faire de notre mieux. Mais c'est vrai que la violence physique, c'est encore autre chose. Est-ce que t'es formé à ça dans tes études, de savoir que humainement tu vas être confronté à de la violence verbale et à te blinder quelque part? C'est quelque chose qu'on vous enseigne? Oui, on parcourt un peu. Allez, je pense qu'on doit avoir un chapitre sur ça dans notre cursus, mais
concrètement, non, on ne dit pas vraiment C'est le comment terrain réagir. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le terrain qui fait où tu sais qu'avec une personne où c'est un cas psychiatrique, où tu sais que tu dois pas rentrer dans le jeu, par exemple, tu dois pas rentrer dans le délire, en tout cas, tu dois rester assez stoïque. Heureusement, on peut se reposer sur l'équipe, on n'est pas tout seul quand on doit aller affronter quelqu'un qui est un peu violent ou quoi, on n'y va pas tout seul, on y va généralement à plusieurs pour aussi se protéger, quoi. Et pour les annonces par rapport aux familles, ça aussi, vous êtes pas formés, ça. C'est aussi quelque chose que tu dois apprendre à communiquer lorsque tu apprends ton métier ou... En fait, en tant qu'infirmière, nous, on n'est pas normalement censé, par exemple, dire, par exemple, aller annoncer un décès ou quelque chose de grave comme ça. C'est censé d'abord être le médecin. Après, on a forcément un rôle où on doit réexpliquer parfois les choses parce que les patients comprennent pas ou bien sont un peu dans le déni. Donc, tu dois parfois trouver d'autres mots pour leur expliquer. Oui, ça fait partie du métier, mais est-ce qu'on a appris ça en cours? De nouveau, je crois que c'est quelque chose qui s'apprend clairement sur le terrain, c'est ça. Je voulais revenir aussi sur ton parcours. Donc toi, tu es infirmière urgentiste. À côté, tu as fait un complémentaire où tu proposes donc des aides de prévention donc à la réanimation. C'est ça, en fait, je suis formatrice en premier secours. Ouais. Ok. Donc j'apprends aux particuliers, donc au grand public, les gestes de premier secours. Et mon concept, c'est un petit peu différent de quand on va dans un centre de formation ou avec des gens qu'on connaît pas. Moi, mon concept, c'est que je m'adapte en fait aux gens. Donc je vais à domicile, généralement en tout cas. Les gens peuvent le faire en couple, en famille, entre amis. C'est vraiment dans une ambiance plus détente. Généralement, du coup, on passe un bon moment parce que ils se connaissent. Et voilà, c'est vraiment plus personnalisé et surtout, je m'adapte en fait à leurs horaires. Je pense notamment à des parents qui veulent suivre un cours de premier secours pédiatrique. Ouais. Quand ils ont des enfants, des choses comme ça, c'est parfois compliqué d'être disponible le mercredi soir à 17h ou à 18h. Et voilà, ok, on le fait samedi au matin, ou peu importe. Et donc ça, je m'adapte, quoi. C'est réanimation pédiatrique que tu montres principalement? Pas que la réanimation. Je parle de différents sujets, mais c'est les premiers secours. Par exemple, j'aborde la réanimation d'office. Tout ce qui est des obstructions en cas d'étouffement, tout ce qui est par exemple gestion des convulsions, crise convulsive, donc aussi tout ce qui est brûlures, comment réagir face à des brûlures. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont assez variés du coup. Mais maintenant, de nouveau, je m'adapte si des gens... Des besoins. Tout à fait, voilà. Si, tu vas dans les sociétés aussi? Ouais, alors c'est assez récent, mais j'ai été par exemple chez des dentistes, j'ai été là récemment dans une école aussi. Ouais. Donc Et c'est quoi les retours que tu as par rapport à ce que tu proposes? En général, les gens doivent être surpris, non? Non, franchement, j'ai des très chouettes retours. Justement, je pense que les gens aiment bien que ça soit chez eux, avec des gens qu'ils connaissent. Et c'est un bon moment finalement parce qu'après ils se font un petit repas ou ils font un apéro pendant le cours et donc c'est vraiment dans le salon en mode détente quoi. Et t'as jamais eu des bons retours. T'as jamais eu des baby showers par exemple pour les réanimations enfants? Ça peut être un peu angoissant mais en même temps c'est tellement utile. Ouais, alors non, j'ai jamais eu de baby shower. C'est vrai que je suis pas sûre que les gens aiment bien c'est utile je suis d'accord avec toi. C'est très utile. Mais que dans ces moments-là on a envie de penser à bonne ça. Ouais voilà, je pense que c'est pas le moment où tu as envie forcément de penser à ça. Mais par contre des cadeaux de naissance, oui, plutôt que d'offrir des choses où on a 10 fois la même peluche, un cours de premier secours ou un massage bébé que je fais aussi, c'est vrai que c'est toujours un chouette cadeau, je trouve, et utile, quoi. Et massage bébé, pourquoi tu t'es lancée sur ce complémentaire-là, cet aspect-là? Alors pour l'histoire, en fait, j'ai eu il y a 2 ans de ça, en fait, comme je t'ai dit, je suis partie à l'étranger après mes études d'infirmière. J'ai été en Nouvelle-Calédonie pour justement travailler en tant qu'infirmière et malheureusement mon aventure s'est un peu écourtée plus vite que prévu parce que j'ai des problèmes de santé et du coup j'ai dû revenir en étant rapatriée et à ce moment-là je savais pas trop si je devais me faire opérer ou pas, etc. Et donc j'ai commencé, je pouvais pas retourner aux urgences, j'étais pas en état de pouvoir marcher correctement et j'ai voulu en profiter de ce temps libre pour me dire qu'est-ce qui m'a toujours tenté finalement, et j'ai toujours été attirée par le monde des enfants, j'avais même hésité à faire pédiatre aussi à un moment. Mais donc, je me suis dit, il y a une formation pour être consultante en massage bébé qui se passe sur plusieurs mois. Une formation qui est reconnue par l'ONE. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que maintenant, on trouve des formations de tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment une formation qui avait l'air vraiment complète. Et je me suis dit, je sais pas quand je vais retourner aux urgences, donc c'est peut-être le moment de me lancer là-dedans. Et qui sait, ça se trouve, je sais pas si je vais pouvoir à un moment même retourner sur mes jambes, parce que j'avais des problèmes aux genoux en gros. Faudrait peut-être que je vois si je peux me lancer dans autre chose, quoi. Et donc j'ai commencé là-dedans. Et alors c'est marrant parce que, pour les premiers secours, comment ça m'est venu d'ailleurs, c'est parce que justement on devait faire des stages en fait. Quand j'étais consultante en massage bébé, je devais accompagner 5 familles différentes. Et il y a une famille où je l'ai accompagnée, j'ai fait les 5 séances, etc. Et à la fin, elle m'a dit,
bah voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu, j'aimerais bien faire une 6e séance avec toi. Moi, j'étais un peu embêtée, enfin à la fois j'étais trop contente parce que c'est que ça lui a plu. Mais d'un autre côté, j'étais embêtée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui apprendre de plus, en fait? Moi, j'avais déjà tout fait au niveau des massages, etc. Je voyais pas ce que je pouvais lui apprendre de plus. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, Maëlle, t'es infirmière. Cette maman, elle a un petit bout de quelques mois. Est-ce que ça lui plairait pas, en fait, d'apprendre les premiers secours et de lui proposer plutôt autre chose? Et c'est comme ça que ça m'est venu. J'ai fait une séance où, alors, c'était marrant parce que du coup, j'ai amené ma petite poupée avec pour lui montrer les gestes. J'avais créé une boîte, tu vois, j'avais créé moi-même un défibrillateur en carton, etc., avec des patchs, avec des trucs d'écouteurs et tout que j'avais fait au début. Et en fait, elle a adoré. Et moi qui faisais beaucoup de babysitting à ce moment-là aussi, j'ai commencé du coup à en proposer aussi autour, aux familles chez qui j'allais, quoi. Et ça a pris un peu comme ça, et puis du bouche à oreille. Et puis du coup, je me suis acheté un vrai mannequin, j'ai acheté un défibrillateur de formation, et puis je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Et du coup, c'est chouette parce que c'est un peu complémentaire. En fait, quand je propose par exemple aux parents des cours de premiers secours pédiatriques et que leur enfant a moins d'1 an, généralement, ça les intéresse aussi du coup de prendre une séance de massage bébé. Et donc ça se complète bien, quoi. Donc c'est chouette. Tu dois avoir pas mal de demandes de ce côté-là. Alors c'est vrai que je fais plus la promotion des cours de premier secours parce que ça c'est vraiment mon dada. Et c'est vraiment devenu une passion, quoi, la prévention. Mais j'aime tout autant effectivement faire des massages. Alors oui, il y a pas mal de demandes, honnêtement. Je manque pas de boulot. T'es sur les réseaux sociaux aussi. Tu as une page Instagram, moi c'est comme ça que je t'ai connue, qui s'appelle Parenthèse Prévention, justement, où tu mets en avant ce côté prévention pour les premiers gestes de secours. Ça t'aide justement au niveau des clients où il y a tellement de demandes au niveau du bouche à oreille que finalement c'est plus par passion que tu es sur les réseaux. C'est vrai que ça peut m'aider, mais pas tant que ça finalement. J'ai pas énormément de demandes via Instagram, c'est plus un peu une vitrine pour me faire connaître, ou bien quand on voit justement quand tu parles de quelqu'un, que tu puisses lui présenter un petit peu ce que je fais. C'est vrai que je m'étais dit il faut que je me mette sur les réseaux parce que c'est quand même quelque chose qui aide. Et à côté de ça, j'aime beaucoup justement faire de la prévention, et donc les vidéos que je propose sur les réseaux, en tout cas j'essaye tant bien que mal, c'est de faire de la prévention en expliquant justement comment on réagit face à des convulsions. Très concrète, voilà. On peut le voir dans tes vidéos, tu prends le temps, mais c'est très concret et très simple à comprendre, donc c'est très utile, je trouve. Merci. Donc j'invite vraiment les auditeurs à venir voir la page de Parenthèse Prévention, c'est très utile. Et tu te déplaces partout en Belgique pour donner ces formations? Oui, en soi je peux me déplacer partout. Alors forcément, au plus c'est loin, au plus je demande quand même un petit défraiement, parce que je peux pas faire le tour de la Belgique comme ça, mais oui, j'ai pas de mal à me déplacer partout. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes projets dans les mois à venir, les années à venir? Qu'est-ce que tu aimerais développer? C'est une bonne question. Je pense que, en fait, j'ai encore pas mal de projets que j'ai envie vraiment d'approfondir justement sur le côté premier secours, où j'ai plein d'idées qui me viennent parce que je sens qu'il y a vraiment une demande au niveau des gens chez qui je vais, donc approfondir plusieurs modules. J'aimerais bien proposer d'autres choses, toujours pour faire de la prévention. Aussi, pourquoi pas créer une trousse de secours un peu personnalisée, parce que souvent les gens chez qui je vais, je me rends compte qu'ils n'ont pas de trousse de premier secours à la maison et ça leur manque, et donc je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc j'ai vraiment envie de développer cet aspect-là. Et puis ce que tu veux me souhaiter, c'est que je continue de m'épanouir, en tout cas en tant qu'infirmière, même si c'est pas tous les jours facile, je prends toujours plaisir, et donc c'est ça qui est important. C'est super, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour ce petit moment et ce partage, c'était vraiment hyper intéressant. Merci à toi en tout cas de m'avoir reçu. Quel voyage émotionnel! Un immense merci à Maëlle pour cette générosité, cette authenticité rare. Elle nous a montré l'envers du décor, les difficultés, mais surtout la force et la résilience qu'il faut pour continuer à sauver, à soigner et à accompagner. Si son témoignage sur les urgences vous a touché, ou si vous voulez apprendre davantage sur son travail de prévention, que ce soit pour les premiers gestes de secours ou le bien-être des plus petits, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de Parenthèse Prévention. Merci à vous d'avoir écouté cette conversation sur Côté Canap. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et à laisser 5 étoiles. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire inspirante. D'ici là, prenez soin de vous.